Famille d'Adama Traoré qui dit que c'est la police qui met de l'huile sur le feu en interdisant la manifestation. Le gouvernement qui dit c'est la famille d'Adama Traoré qui met de l'huile sur le feu en comment dirais-je en organisant cette manifestation. Comment comprendre tout ça, William T? Je pense il y a une question de timing. Avec les émeutes que nous avons connues dernièrement, il était justifié de la part de la préfecture de police de Paris et des autorités du ministère de l'Intérieur pour interdire cette manifestation. Parce que on a remarqué que les différentes marches blanches conduisaient à des exactions, à des violences et notamment des affrontements avec les forces de l'ordre. Calmement au départ, de manière pacifique. Ils ont tout à fait le droit de manifester de manière républicaine pour faire valoir leurs droits. Seulement, des individus s'infiltrent pour en profiter, pour en vouloir découdre avec les forces de l'ordre. Et très souvent, et trop souvent, vous avez toujours à peu près les mêmes, l'ultra-gauche, des personnes racisées qui en profitent pour en découdre avec les forces de l'ordre dans ce type de manifestation. Et c'est ça le problème essentiel. C'est-à-dire que si des personnes veulent manifester leurs droits, ils ont tout à fait le droit. La France est un pays libre, auquel les droits constitutionnels, notamment celui de manifester, est garanti. Le souci, c'est que le droit de manifester, le droit de s'indigner n'équivaut pas au droit à foutre le bordel en France. Et c'est le point essentiel qu'il faut rappeler à chaque instant. C'est-à-dire que quand les personnes disent on a le droit de s'indigner, on a le droit de pouvoir poser des questions, oui, pouvoir ensuite après en découdre avec les forces de l'ordre, défier l'autorité de l'État, comme c'est le cas des élus de la France insoumise qui en profitent pour défier l'ordre et ne pas représenter correctement le peuple français, ça ne va pas dans le bon sens et je pense qu'il faut pouvoir les sanctionner, les réprimander. Une dizaine de députés de la France insoumise ont été vus, ils ont bravé l'interdiction, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin Haddad. Est-ce que c'est une faute politique de se pointer, entre guillemets, à cette manifestation? Oui, moi je pense que les élus de la France insoumise, ils confondent la France avec la fête de l'UMA. Ils pensent qu'ils peuvent venir à foutre n'importe quoi à chaque instant. Ils le font à chaque manifestation interdite, ils viennent défier l'autorité de l'État. Ils viennent défier les règlements. Pour eux, la règle, c'est le chaos ou l'anarchie, tout simplement. À Sainte-Soline, c'était le cas. Ils sont venus malgré la manifestation interdite. Sur la manifestation Lyon-Turin, ils sont venus aussi malgré l'interdiction de manifestation. Et actuellement, ils sont venus aujourd'hui. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer parce qu'ils en font un sport national. Ils pensent qu'en défiant l'autorité de l'État, en montrant que des personnes peuvent défier l'autorité, d'autres personnes peuvent être amenées à le faire. Ça interroge sur la stratégie de la France insoumise, ça interroge sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et les personnes de la France insoumise ne sont pas des idiots, contrairement à ce que les gens pensent. Ils font les choses de manière calculée, c'est-à-dire qu'ils ont un plan derrière. Quel est leur plan ? Si leur plan est électoral, c'est de créer un chaos généralisé en vue d'affronter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2027, en espérant que le Front républicain fonctionne et de faire élire Jean-Luc Mélenchon. Sinon, c'est provoquer des troubles très graves qui pourraient conduire le pouvoir dans des situations d'aboi en vue de le prendre d'une manière ou d'une autre. Ce sont les références de Jean-Luc Mélenchon. Il s'inspire de certains pays et il n'a pas la même culture politique classique qu'une démocratie libérale ou social-démocrate. Constant, William T. Le point, c'est qu'on a adopté différents types de politiques, dont la fameuse politique de la ville, qui est à peu près connue, qui consistait à dire que les problèmes que nous rencontrons dans les quartiers ont une origine sociale. C'est-à-dire que la délinquance, la criminalité se justifie uniquement sur la question sociale. Or, ce qu'a montré notamment l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007, aidé par son conseiller Patrick Buisson, c'est que le lien social entre social et criminalité n'est pas forcément avéré. Il a pris plusieurs exemples en tête, notamment en changeant certains points de la politique de la ville, notamment avec les exemples de la Lozère, de la Creuse, qui sont les endroits où ce sont les endroits les plus pauvres, mais auxquels le recours au RSA était le moins élevé. Donc le lien social ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on a subi 30 ans d'échec de la politique de la ville. Le point essentiel, c'est de comprendre ce qui se passe dans les quartiers. Les jeunes qui sont partis manifester appliquent une loi qui n'est pas la loi de la République. Ils appliquent la loi de la gang, la loi du plus fort surtout. Par conséquent, quand Gérald Darmanin, quand l'autorité de l'État était forte, les présences policières étaient fortes, les manifestations, les émeutiers ont baissé. Ça répond à une chose, c'est-à-dire que lorsque vous mettez des forces de l'ordre, lorsque vous répondez par la loi du plus fort, par la force, par la répression, vous pouvez reprendre en main les quartiers. Et donc, il faut faire un plan. Mais ça, c'est à long terme ou pas? Parce que... Non, on va faire un plan en 3 étapes. Premier point, on reprend le contrôle des quartiers avec 2 dispositifs spécifiques. La création de l'un d'état d'urgence localisé capable de permettre aux forces de l'ordre d'avoir un état d'exception pour reprendre en main les quartiers. Et pas comme le dit Patrick Stefanini, à Montluçon, 80 000 habitants, 5 policiers. Ah bah, c'est pas comme ça que ça fonctionnera. Il faut reprendre en main les quartiers. Donc, état d'urgence localisé pour permettre aux policiers
d'avoir des droits exceptionnels pour arrêter les trafics de drogue, pour arrêter la loi des gangs et pour arrêter les caïds. Et je vais prendre un exemple. Le président le plus mou de l'histoire de la Ve République, François Hollande, avait réussi le soir du 13 novembre, le week-end du fameux 13 novembre 2015, à saisir 5000 armes à feu dans les quartiers grâce à l'état d'urgence. Donc si le président le plus mou de l'histoire est capable de le faire, pourquoi est-ce qu'un ministre de l'Intérieur compétent ou un président de la République qui se veut volontaire sur ces questions n'arriverait pas à le faire? Une fois que vous restaurez l'ordre, là ensuite après on peut questionner sur comment faire en sorte que ces quartiers puissent reprendre de l'éclat. Je pense qu'il y a 2 points essentiels. Le premier, c'est qu'on détruit tout. Voilà, c'est moche, ça ressemble à rien, les bâtiments sont nuls, je pense que personne ne souhaite habiter là, ce n'est pas une chance d'habiter là, c'est même un désastre. Le troisième point, une fois que vous avez ça a été fait, il y a des communes qui ont fait le changement. Oui, comme Hameau, c'est cité par Patrick Stéphanie avec l'exemple de Jean-François Copé. Le troisième point, c'est la reconstruction. En 2 piliers, parce qu'il y a une étape de court terme, une étape de long terme. À court terme, on sort les enfants des quartiers. De toute façon, à l'heure actuelle, tant qu'on ne peut pas reprendre les quartiers, ils sont soumis à la loi du caïd, à la loi des gangs, voire à des influences religieuses. Il faut les sortir de ces quartiers parce que les parents ne sont pas en capacité de pouvoir les éduquer. Donc on les fout dans des internats d'excellence pour qu'ils puissent retrouver le chemin de la République et de la France plutôt que le chemin de Caïra et de GTA 6. Et ensuite, en parallèle... On en est à 6 pour les GTA? Oui, c'est le prochain qui sort. Et ensuite, après, en parallèle, on reconstruit tout et on refait tout pour faire en sorte que ce soit des habitations à taille humaine auxquelles on fait valoir la loi de la République française plutôt que la loi des caïds et des quartiers. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une affaire de discrimination. Moi, mes parents... Ma mère est caissière, j'ai grandi dans un quartier où je jouais au basket dans une cité, et pourtant j'ai pu maintenant accéder à des fonctions qui sont dites à responsabilité. Et je connais beaucoup de personnes dans mon think tank, notamment d'autres personnes d'origine étrangère, qui ont eu le même parcours que moi. Donc c'est possible. La culture de l'excuse, de la discrimination, ça ne fonctionne pas. C'est juste qu'on met en avant une disproportion et 2 modèles qui sont différents. Dans les quartiers, vous avez le modèle dit facile, attractif, et vous avez le modèle de la méritocratie républicaine. Trop souvent, les jeunes sont incités à choisir le modèle facile de la drogue et du parcours parallèle au modèle républicain. Et c'est ça le problème essentiel. C'est-à-dire qu'on leur met en avant des modèles de réussite qui sont Mbappé, Benzema, les influenceuses sur Instagram, etc. Or, ce qu'on oublie d'expliquer avec les accès à ce type de vie, c'est que ces possibilités sont réduites. Il n'y a pas tout le monde qui a le talent de Mbappé. Il n'y a pas tout le monde qui joue comme Benzema. Sinon, ce serait fantastique pour la France, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas tout le monde qui peut devenir influenceur sur Instagram. Or, on oublie de mettre en avant des gens qui réussissent de manière normale et de manière républicaine, qui peuvent accéder à l'école de la République. Quand vous venez en France, vous avez l'école qui est gratuite, vous avez une scolarité qui est offerte, vous avez des aides scolaires, vous avez un ensemble de dispositifs qui vous permettent de réussir et qui fait en sorte que chaque enfant a toutes ses chances de réussir. Quand vous êtes enfant de la République française, vous êtes soigné, vous avez une éducation, vous avez des services publics de qualité. Si vos parents n'ont pas d'argent, ils ont des aides sociales. Si par cas, vous avez un problème pour aller manger, vous avez des associations caritatives, des associations catholiques qui vous donnent à manger, etc. En France, vous avez tous les moyens de réussir. C'est juste que tout d'abord, il faut pouvoir faire en sorte que les modèles attractifs auxquels nous, on n'en veut pas, soient faits en sorte de pouvoir pas être incitatifs. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle de trafic de drogue soit supprimé et fasse en sorte qu'il soit réprimandé. Il faut que tous les modèles dits non républicains qui ne respectent pas la loi soient sanctionnés. Et donc, une chose commise, un acte commis, une punition tout de suite. Et à ce moment-là, vous retrouvez un chemin normal. Mais pour ça... Benjamin Haddad n'a pas tort, ça prendra du temps, mais on a des solutions. Il faut un peu de volonté politique. Il faut de la volonté politique, c'est pas une question de solution. Tout le monde les a, les solutions. Le président de la République les a, le ministre de l'Intérieur les a. Tout le monde a les mêmes solutions, tout le monde a à peu près les remèdes. C'est juste une affaire. Est-ce qu'au moment où ça se fera, ils seront capables de lutter contre certaines forces en présence qui empêchent tout changement et qui vivent sur le malheur et le désespoir des gens? Un mot sur, c'est pas une partie de poker menteur avec Poutine en disant regarde, on envoie ce genre d'armes, on a bien su que tu étais affaibli par l'opération Wagner de l'autre jour, ça coule de partout si j'ose dire du côté de Poutine. Est-ce que Biden finalement ne joue pas le bras de fer? En termes de constat, il y a 2 points qui sont importants, c'est que Vladimir Poutine et l'armée russe ne sont pas dans une forme optimale, dans la mesure où quelqu'un, notamment Wagner, avec son ancien chef Prigojine, a pu infiltrer le territoire russe assez aisément. Donc Poutine reste affaibli, que ce soit politiquement, que ce soit en termes d'autorité sur son État et en termes de morale des troupes. Seulement, il y a un deuxième point qui pose problème, c'est que la contre-offensive ukrainienne qui promettait au départ de grands espoirs pour l'Ukraine n'a pas réussi à porter ses fruits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avancée significative. Donc ça démontre une chose. Depuis 1 an, vous avez contre-offensive russe ou contre-offensive ukrainienne qui ne permettent pas d'avancer
sur le terrain. C'est-à-dire que le premier qui attaque n'arrive pas à avancer, gâche ses troupes, gâche ses ressources, gâche ses munitions. Le seul moyen pour pouvoir parvenir à un accord de paix, c'est que la diplomatie retranscrit les capacités du terrain. Pour retranscrire les capacités du terrain, il faut que l'un des deux parties soit incité à faire la paix. Or, ni Volodymyr Zelensky, ni Vladimir Poutine ne veulent un plan de paix à l'heure actuelle. Parce que Zelensky veut retrouver ses 4 territoires, annexer plus éventuellement la Crimée, c'est ce qu'il a annoncé à Joe Biden en décembre dernier. Et Vladimir Poutine pense qu'il peut aller plus loin, conquérir les territoires et ensuite empêcher l'Ukraine d'être une menace viable pour la Russie dans les années à venir. Donc, pour pouvoir retranscrire un plan de paix, il faut que l'un des deux camps puisse prendre l'ascendant. Le pari que fait Joe Biden, c'est que l'affaiblissement de Poutine dû à l'événement de Prigojine il y a 2 semaines peut faire une force, peut créer une faille qui peut conduire Poutine à la table des négociations si par cas il perd trop de ressources sur le plan militaire, d'autant qu'il est affaibli avec le départ de Sorovikin, de Prigojine, etc. Merci.